avec vous dans cette initiative et cette découverte, toute petite découverte de la Bretagne, parce que voilà, la Bretagne, c'est pas un petit peu de Rennes et un petit peu de Lorient, c'est beaucoup d'autres choses, mais surtout de l'élan de solidarité que vous, et du sérieux dans votre travail sur cette question compliquée de solidarité internationale que vous menez avec beaucoup de réflexion et de réflexivité, c'est-à-dire vous êtes tout à fait prêt à regarder vos difficultés. On n'est pas dans la langue de bois, on est à la fois dans la bienveillance, l'amitié et l'exigence que ce qu'on fait ait un sens, qu'on n'oublie pas d'autres personnes, notamment la question des jeunes qui a été posée fortement, etc. Et je trouve que, alors, il a été dit que l'assistance à cet événement a été un peu réduite cette année. Moi, il me semble que c'est tout à fait en phase avec les grandes interrogations qu'on se pose sur l'état du monde et comment on est dans ce monde. On a des doutes, on est inquiet. Moi, mon rôle pendant ce temps de parole, ça va être d'essayer de mettre des mots sur cette situation. Alors, c'est à partir de mon analyse, je vais me présenter un peu plus en détail tout à l'heure. Bien évidemment, je ne fais pas le tour de toute la question, mais au moins, je vous apporte en gros le résultat de 30 un peu plus de 30 ans de réflexion sur le Nord, le Sud, les relations entre le Nord et le Sud. Qu'est-ce que c'est le développement? Et puis le développement, c'est pas seulement une question économique, bien sûr, c'est dans toutes ces dimensions. Voilà, c'est ça que je vais partager avec vous, et ensuite on aura du temps pour discuter, pour critiquer, pour apporter d'autres visions, d'autres points de vue, voilà. Donc merci encore de me donner l'occasion de cet échange, et je serai tout à l'heure, après la réunion, j'en saurai plus, parce qu'on aura partagé quelque chose. C'est comme ça que je pense que c'est bien de fonctionner. Et que vous fonctionnez aussi comme ça. Alors, juste quelques mots de présentation personnelle. D'abord, personnellement, dans mon existence d'être humain, je suis issu du Nord et du Sud, avec un papa algérien et une maman française. Et j'ai vécu une bonne partie de ma jeunesse, d'abord sous colonisation française, mais aussi pendant la guerre d'Algérie. Et donc c'était assez compliqué pour un enfant d'être rejeté des deux côtés, parce que pour les Français j'étais trop arabe, et pour les Arabes j'étais trop français. Donc c'était un peu difficile. Et comme presque toutes les familles de ce pays, j'ai eu assassinat, crime, enfin, des choses épouvantables, comme beaucoup de gens qui sont morts dans ma famille. Et moi j'étais comme ça, assez jeune, et je voyais tout ça passer au-dessus de ma tête, et c'était un peu inquiétant. Je voyais mon père aussi, comment il était inquiet de ça. Mon père était fonctionnaire, il allait travailler avec un pistolet sur l'aisselle. Entre parenthèses, ce pistolet, il l'avait pris en 1939 dans une offensive à un officier allemand qu'il avait fait prisonnier. Ça n'a pas inversé le sens de la guerre, mais avec les zouaves, parce qu'il était zouave. Voilà. Tout ça, c'était un peu difficile à comprendre. Voilà. Et entre parenthèses, quand je suis arrivé en France en 1959, j'ai oublié jusqu'à ce que j'ai 40-45 ans, j'ai tout oublié d'Algérie. Je n'avais plus rien à voir avec ce pays. Il fallait que je fasse vraiment le vide. Et ensuite, je suis revenu sur mes origines, sur d'où je viens, etc. Et comment faire le pont entre deux pays qui se sont déchirés à ce point-là. Alors sinon, moi j'ai travaillé dans l'économie. Et aujourd'hui, je me définis comme un économiste repenti. Alors, c'est pas juste un mot comme ça lancé en l'air. Je pense que les économistes, ils devraient vraiment faire profil bas, parce qu'ils ont oublié de parler d'un tout petit élément qui est le fait que les ressources naturelles ne sont pas illimitées. Quand je dis petit élément, c'est évidemment tout l'envers que je pense. Comment les économistes qui travaillent sur les ressources ont pu passer à côté de ça? Moi-même, le premier. Je veux dire, c'est absolument ahurissant qu'une profession ait été aveugle à ce point. Il y a eu René Dumont qui était à Grenoble, il y a eu d'autres personnes qui ont alerté le monde, mais on n'a pas entendu. Et finalement, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, ce n'est pas les économistes qui ont parlé, c'est d'autres personnes qui sont appelées les écologistes et tout ça. Alors voilà, ça pour moi c'est vraiment la signature
de l'échec majeur de cette discipline qui, pendant très longtemps, jusqu'à il y a quelques années, a occupé le haut du pavé. Enfin, il n'y avait pas un débat où il n'y avait pas un économiste qui avait son mot à dire. Alors maintenant, les économistes, ils font un plus profil bas, et c'est très bien. Hein, je veux dire, bon, je ne parle pas de la dimension, disons, de la façon dont le courant dominant parmi les économistes, ça a complètement conforté l'idéologie libérale qui a provoqué cette mondialisation libérale qui est cause de tant de douleurs et sociales, et identitaires, et environnementales. Ça, c'est vraiment aussi le produit de la pensée des économistes. Alors, bon, quelques mots sur les auteurs qui comptent pour moi, ou qui ont compté pour moi. Moi, j'ai commencé avec Marx, quoi. J'avais 20 ans en 68, hein, je ne pouvais pas faire autrement, et ça m'a beaucoup appris. Et puis aussi Max Weber, hein, qui donne une autre dimension aux forces qui font bouger les sociétés, et notamment sur un plan qui est extrêmement important pour comprendre les sociétés du Sud, c'est la question du passage des sociétés de lien aux sociétés de droit. Hein. Toutes les sociétés humaines ont été fondamentalement bâties sur des relations sociales qui étaient organisées autour du lien entre les personnes, donc du lien interpersonnel. Et progressivement, on passe à une société de droit, pour plein de raisons que je vais rapidement évoquer. Donc une société de droit, c'est une société où les rapports ne sont plus interpersonnels, mais impersonnels. C'est-à-dire, et qui sont figés dans des textes qui permettent justement qu'au-delà des personnes, on puisse maintenir des relations, ça peut être des relations commerciales, ça peut être un héritage, tout ce qu'on veut. En tout cas, on formalise les relations, et ça, c'est venu d'Europe occidentale, de quelques pays d'Europe, et c'est une des causes très importantes du détachement de quelques pays au XVIIIe siècle, XIXe siècle, dans la révolution industrielle, du détachement de quelques pays de toute l'histoire de l'humanité. On a eu une grande divergence, je vais revenir là-dessus tout à l'heure très rapidement, entre quelques pays et le reste de l'humanité. Quelques pays qui étaient plus ou moins tous au même niveau, entre la Chine, l'Inde, l'Europe. Bon, pour l'Amérique, c'est plus compliqué puisqu'il y a une civilisation qui a été détruite par la colonisation espagnole. Il y a eu ensuite l'émergence des États-Unis, mais globalement, ces sociétés, elles étaient plus ou moins à égalité, et d'un seul coup, quelques petits pays de la péninsule asiatique, comme disait Paul Valéry, concernant la pointe de l'Europe, et là on est dans la pointe de la pointe, hein, c'est la Bretagne, quelques pays se sont détachés du reste de l'humanité. On pourrait faire, enfin, il y a plein de séminaires qui ne traitent que de ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que une partie de la population du monde, des sociétés, se sont écartées du reste du fonctionnement de l'humanité? Donc je parlais de Weber. Je peux citer aussi très rapidement Karl Polanyi, je ne vais pas trop détailler, Castoriadis, pour ceux à qui ça parle, qui a été vraiment une personne très inspirante pour moi. Pierre Legendre, je ne sais pas si, qui est très peu connu en France, je vois qu'il y a des têtes qui se hochent comme ça, qui est vraiment une personne qui, lui, date cette divergence, non pas du XVIIIe siècle, mais du XIIe siècle, sur des questions d'élaboration de droit. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est assez passionnant. Un auteur qui s'appelle Panikkar, qui est un historien indien, et qui a écrit sur l'histoire de l'Asie vue par les Asiatiques. Pour moi, ça a été un livre absolument fondamental, parce que j'avais en face de moi, il est mort ce monsieur, il a écrit en 55. J'avais sous les yeux un livre qui traitait d'histoire, mais pas du tout vu du côté des Européens. Vous connaissez l'histoire des lapins et des chasseurs. Les histoires de chasse, c'est toujours raconté par les chasseurs. Ben là, c'était un lapin qui parlait. Et c'était vraiment passionnant. Panikkar, il s'appelle avec 2 K. Je vous donne encore 2 noms. Xavier Ricard Lanata, qui est un homme qui a écrit en gros de la philosophie écologique et qui nous a quittés il y a 1 an et demi à l'âge de 45 ans, qui était une espèce de
de lumière qui a traversé le ciel très rapidement et qui a écrit un livre qui me semble être très très important qui s'appelle La tropicalisation du monde. Il s'appelle Xavier Ricard Lanata. C'est un franco-péruvien. Donc un homme aussi dont je me suis senti proche en étant un pied au nord, un pied au sud. Et puis le dernier que je vais citer, mais je pourrais encore en citer d'autres, mais je vais m'arrêter là, c'est Souleymane Bachir Ndiaye, qui est un philosophe sénégalais qui enseigne à Columbia, à New York, et qui parle de l'universel, qui détricote cette idée que l'universel soit justement universel. Alors l'universel, il a été vraiment promu par une partie des pays occidentaux comme universel, alors que c'était une projection sur le reste du monde, et cette projection, elle a servi à la domination du monde. Et Diane, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut reconstruire un universel horizontal par rapport à cet universel vertical qui nous a été imposé, et cet universel horizontal, il sera basé sur la traduction. Et il fait de la traduction un objet philosophique. Ça, c'est pas seulement une question technique de faire correspondre des mots d'une langue à l'autre, c'est vraiment tout un effort de compréhension de l'autre à travers le langage. Voilà, donc c'est vraiment un universel horizontal à construire, et je pense que ce monsieur est extrêmement inspirant. Bon, professionnellement, j'ai travaillé dans une direction d'études au ministère des Finances, jusqu'à ce que le Trésor étrangle cette direction et qu'on soit dispersé comme ça dans le ministère. Je n'étais pas fonctionnaire, donc j'ai pu rester sur mes sujets, qui étaient en fait le développement, appliqué à une région qui était en gros le nord de l'Afrique, l'est de la Méditerranée jusqu'à la Turquie. Et évidemment, m'intéressant au développement, j'ai été voir du côté de l'Asie, même si ce n'était pas dans mon portefeuille, comme on dit, parce que c'était des pays qui avaient réussi à s'arracher de ce développement. Qu'est-ce qui s'est passé en Corée, qu'est-ce qui s'est passé à Singapour, à Taïwan, etc. Puis ensuite au Vietnam, puis ensuite en Chine, bien sûr, avec pour le passage à la Chine, un changement d'échelle qui change beaucoup de choses. Hein, parce que là, passer de pays 40 millions d'habitants, 45 millions, comme la Corée, à un pays de 1,5 milliard, quasiment 1,5 milliard, il y a un changement d'échelle absolument qui donne le vertige. Mais ces pays ont réussi quelque chose, et ils l'ont réussi, il faut bien le voir, totalement à l'envers des prescriptions des institutions financières internationales. Ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que toutes les prescriptions de la Banque et du FMI, elles n'ont pas été suivies, même par la Corée qui était dans le camp occidental. Là aussi, on pourrait en parler beaucoup, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sinon, en complément, je suis très engagé depuis maintenant 2003, depuis 20 ans, dans une ONG qui s'appelle Migration et Développement, qui a été créée par des migrants marocains en 1986, et qui était, je vais terminer là-dessus puisque je vais partir du global et je vais arriver progressivement au local, qui était basé sur l'idée que les diasporas, à l'époque on ne parlait pas de diaspora encore, ou seulement pour les juifs, aujourd'hui on a étendu le terme à toutes les communautés étrangères, que les diasporas avaient un rôle à jouer dans le développement de leur... Alors, de quoi? De leur pays? Non. De leur région. D'abord de leur village, puis tout doucement on a étendu la notion de co-développement à des actions possibles à une autre échelle que la toute petite échelle du village, mais pas au niveau du pays. Voilà, et donc je reviendrai sur cet engagement dans cette ONG, et donc du coup j'entendais beaucoup, je vous écoutais beaucoup parler de vos engagements en tant que responsable pour la plupart d'associations locales en Bretagne qui agissent sur des pays avec des partenaires, sur des pays du Sud avec des partenaires. Comment vous pensiez ça, comment vous voyez les choses évoluer, comment vous voyez les difficultés, etc. Je pourrais vous donner quelques clés de notre propre fonctionnement qui évitent certaines difficultés que j'ai entendues, qui en rencontrent d'autres. Alors, donc, juste pour ce que je pourrais dire de plus synthétique sur mon parcours personnel, c'est que j'ai eu un privilège fabuleux qui est d'associer mon travail intellectuel, mon travail professionnel, ma recherche intellectuelle et mon engagement. C'était vraiment, ça ne s'est pas fait par stratégie, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai pu combiner mon travail sur le développement avec ce que j'observais dans mon ONG. Ça, c'était vraiment très... C'est quoi le changement social?
dans des sociétés très traditionnelles, comme notre terrain d'intervention qui était les montagnes de l'Atlas marocain, celles d'ailleurs qui ont été touchées par le séisme pour beaucoup, comment avec des sociétés très traditionnelles qui utilisaient ces traditions à la fois pour avoir résisté des siècles et des siècles à un environnement très hostile en termes de ressources d'eau, de terre tout simplement, parce que c'est très pentu, d'énergie, et en même temps, on sait bien que les traditions, c'est aussi des freins au changement, et c'est aussi des choses qui ont permis aux sociétés de continuer à fonctionner, à vivre et à prospérer, même si l'émigration a toujours été une nécessité pour ces populations. Alors, on en est où c'est très prétentieux d'imaginer qu'en quelques minutes, je vais pouvoir brosser un tableau de la situation du monde et de la France et de l'Europe dans une période à la fois où des manifestations de rejet se manifestent, et aussi où des choses émergent, comme par exemple, fin août, ça ne vous a pas échappé, les BRICS se sont réunis en Afrique du Sud et se sont élargis de 5 à 11. Hein. Quel sens tout ça peut avoir? Alors, moi je situe ça dans la mondialisation, que je qualifie de libérale. Mais en tout cas, c'est la mondialisation qu'on connaissait dans nos vies quotidiennes, parce que c'est là qu'on a commencé à voir depuis à peu près 30-40 ans la désindustrialisation, le chômage de masse, l'accès à des produits made in China, très bon marché, notamment les vêtements. Enfin, il y a un changement, peut-être pour les anciennes générations, extraordinaire, de pouvoir avoir accès à des vêtements à des prix très très bas par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Ça, c'est rien que pour les vêtements, mais aussi les équipements ménagers, etc. Donc la mondialisation, elle a apporté ça. Elle a apporté bien d'autres choses, mais je reste là-dessus. Mais jusqu'à présent, disons que le champ symbolique n'avait pas été touché. Ça veut dire qu'on avait ça, mais la position des grands pays, en tout cas les pays qui ont un siège permanent au Conseil de sécurité, les 5 pays, n'étaient pas fondamentalement touchés. Or là, avec ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, quelque part, la mondialisation, elle touche les représentations. C'est-à-dire la façon dont les populations du monde entier, au nord comme au sud, perçoivent la position des uns et des autres. Ça, c'est vraiment une chose qui s'est accélérée et qui est en train de craquer. Elle craque avec 2 événements. Premièrement, l'évacuation catastrophique de l'armée américaine d'Afghanistan de 2021, et aujourd'hui, les évacuations heureusement moins catastrophiques de l'armée française des pays du Sahel. Ces 2 points, comme ce qui s'était passé avec Dien Bien Phu pour les plus anciens, qui avait été quand même un événement extraordinairement important. Et si on remonte encore plus loin, comment la victoire du leader nationaliste du nord du Maroc contre l'armée espagnole dans les années 22-23, si ma mémoire est bonne. Il y a eu des grands événements comme ça qui ont ponctué par la violence la façon dont le monde changeait, et il change par craquement. Il y a des évolutions qui sont lentes, qui sont plus ou moins fluides, puis il y a parfois des choses qui craquent, et ça, c'est vraiment 2 craquements importants qu'on est en train de vivre. Et donc la France, avec sa bombe atomique, son siège permanent au Conseil de sécurité, son influence sur les pays du Sud, etc., tout ça, c'est vraiment touché. Et bon, alors on peut se dire, mais ça c'est la propagande des Russes et tout ça, mais les pays où il n'y a pas les Russes, c'est aussi ça. Moi, le pays que je connais le mieux, c'est le Maroc. Au Maroc, au fin fond de l'Atlas, vous rencontrez des jeunes qui refusent de parler français. Vous leur parlez en français, ils vous répondent en anglais. Ça, c'est quand même dur. Les élites, ça fait longtemps qu'elles se sont mises en faisant venir des bonnes Philippines pour éduquer leurs enfants à apprendre l'anglais. Ça, c'était il y a à peu près 5 ou 6 ans, un peu plus, que ça s'est passé. Maintenant, c'est vraiment dans les villages des jeunes qui sont... Bon, alors, il y a aussi des aspects positifs à parler l'anglais quand on est sur Internet, etc. Mais là, il y a vraiment un acte de défiance moi, que je perçois comme vraiment très douloureux, parce que la question de la langue, la langue, ça va
Bien sûr, ça peut être un instrument de domination, mais c'est aussi une façon de penser, c'est aussi une façon de garder le lien entre les sociétés. Donc, toute cette position symbolique de la France, elle est vraiment touchée, là. Comme d'autres pays, notamment les États-Unis, ont pu l'être avec les événements que j'ai évoqués en Afghanistan. Et voilà, comment on peut mettre des mots sur la façon dont le monde évolue, avec y compris ces craquements que j'ai décrits. Alors j'évoquais tout à l'heure les BRICS. Il y avait à la réunion de Johannesburg 40 pays qui étaient candidats, il y en a 6 qui ont été sélectionnés. Moi, il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais dans un séminaire à Tunis, dans un think tank indépendant, et ce think tank avait invité les ambassadeurs du Brésil et d'Afrique du Sud. Et donc, ils nous ont parlé de leur façon de... Bon, ils ont été interrogés, c'était juste à la fin de leur réunion, pourquoi, par exemple, l'Algérie n'avait pas été retenue, etc. Donc, ça, c'était un peu un problème local. Mais les questions, c'était, est-ce que les relations internationales vont se rééquilibrer? Et il y a une immense demande de rééquilibrage des relations internationales, parce que l'équilibre des forces dans les institutions, c'est celui qui a été figé à la libération en 1945, c'est des choses qui sont connues. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle gouvernance mondiale, sachant qu'il n'y a pas de perspective de changement de modèle? Ça sera un modèle capitaliste, simplement avec 2 acteurs. Et à ce sujet, je vous donne juste une phrase que j'avais entendue dans un think tank virtuel que le CDE organise, d'une professeure de sciences politiques chinoises aux États-Unis qui disait « Maintenant, il y a 2 éléphants dans la boutique ». Voilà. Vous pensez à la Chine, évidemment. Et la boutique, elle est vraiment une boutique de porcelaine. Hein. La porcelaine, c'est notre environnement, c'est le climat, etc. Vous imaginez 2 éléphants dans la boutique. Je trouvais que c'était quand même très bien. Donc, les BRICS, c'est quoi? Est-ce qu'il va y avoir un changement dans la monnaie de référence, c'est-à-dire le dollar? Problème éminemment complexe et qui touche à des rapports de force très profonds, parce que la prééminence du dollar aujourd'hui fait que, comment dire, le monde entier finance la surconsommation américaine, son effort de guerre, etc. Alors le fait que les dollars qui sortent des États-Unis ne seront jamais remboursés. Donc ça veut dire que les États-Unis payent avec une monnaie de singe, mais tout le monde est d'accord pour accepter cette monnaie de singe. Ce qui est quand même un privilège énorme. Et ça, on peut imaginer que les États-Unis vont défendre ce privilège bec et ongle, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font. Et c'est aussi un des enjeux de la Chine, d'essayer d'élargir le cercle des BRICS pour créer une masse critique qui pourrait concurrencer cette dollarisation du monde. Il y a aussi un autre enjeu, c'est la question climatique. Alors, la responsabilité climatique, on l'a pris en stock ou en flux? Si c'est en stock, si c'est en flux, la Chine est arrivée à peu près au niveau de pollution des États-Unis, aujourd'hui, sur les années récentes. Mais si c'est en stock, c'est évidemment les pays de la première révolution, de la révolution industrielle qui sont responsables largement du dérèglement climatique. Et ça, cette question, les COP ne règlent pas, n'abordent pas jusqu'au bout cette question. Quand on dit, par exemple, que le mode de production et de consommation des pays occidentaux n'est pas extensible à l'échelle de la planète, ben, c'est une constatation des scientifiques, mais nos hommes politiques français ou anglais ou américains, etc., qui vont dans les COP, ils ne sont pas du tout mandatés pour dire, d'accord, ils ne prennent pas en compte ça pour dire, on va modifier notre mode de production et notre mode de consommation radicalement. Voilà. Et il y a une certaine prise de conscience, et ça ne passe pas par les hommes politiques. Ça passe par les sociétés civiles principalement, et notamment la composante jeune, qui à sa façon, parfois d'une façon assez un peu vive, hein, conteste l'inaction des autorités, et qui est une inaction sur laquelle on pourrait réfléchir, qu'on pourrait beaucoup développer. Donc, on se retrouve dans une situation de ce que j'appelle le basculement du monde, c'est-à-dire une situation où
l'hégémonie occidentale qui demeure, mais elle n'est plus absolue, elle est seulement relative, et elle s'effrite. Donc ça, c'est une chose qui est... on en a tous une perception intuitive, hein, et ça se traduit par mille phénomènes. Certains sont très visibles, d'autres beaucoup moins. Je voudrais juste faire un détour, et ça m'a été inspiré par Jean-François, donc la personne qui devait être là aujourd'hui, quand on m'a dit qu'elle était prise par une difficulté familiale. Dans l'échange que j'ai pu avoir avec lui, ça m'a inspiré de rajouter un point qui me semble important. C'est si on prend la situation de deux anciennes métropoles d'empire, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la France, quelle est la différence entre la situation d'aujourd'hui par rapport à ces histoires coloniales, impériales, on peut dire, très différentes. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la façon dont la Grande-Bretagne avait un contrôle sur les populations colonisées très particulier, au sens où il y avait une grande liberté d'organisation des sociétés. Par exemple, dans les sociétés colonisées de l'Empire britannique, on a maintenu des rois. Alors que dans les sociétés sous colonisation française, la République est passée là-dessus, elle a éliminé tous les rois. Ce qui est quand même assez moi je connais un roi du Ghana qui est à Lyon, etc., qui est dans une usine, qui anime une usine, etc., et il est un roi. Et quand il montre des photos de lui comme roi au Ghana, c'est assez impressionnant. Il a un monsieur qui tient un parasol, etc. Donc voilà, la France, elle a éradiqué tout ça, elle est passée vraiment à la République. Bon, je ne suis pas complètement sûr, je suis même tout à fait sûr que c'était un passage qui n'a pas été digéré par les sociétés. C'était juste comme ça vous tombait dessus. On était soit d'un côté de la frontière avec des rois, soit avec des rois qui correspondaient quand même à l'histoire longue des sociétés. Et de l'autre côté, on était avec une république. C'est quoi une république, hein? Res publica, en latin, hein, la chose publique. C'était vraiment pas bon. Et la France, elle a eu, et là, c'est une chose qui nous touche, nous en tant que, on va dire, personnes progressistes. Elle a eu à la fin du 19e une épisode coloniale gigantesque, portée par qui? Par Jules Ferry, le monsieur, le ministre qui a éduqué tous les petits Français. Toutes les écoles en Meulière, là qu'on voit de toute la France, un investissement public gigantesque pour l'époque, hein, c'est Jules Ferry. Et Jules Ferry, ça a été le plus grand colonisateur de la fin du 19e, notamment en Asie, sur la plaine de Chine. Et la France a colonisé avec l'idée d'une mission civilisatrice. Je ne sais pas si vous connaissez l'équivalent de cet énoncé de mission aux États-Unis, qui est la Destinée Manifeste. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, la Destinée Manifeste. Les Américains, pour conquérir leur territoire, ils s'étaient inventé une Destinée Manifeste. C'était Dieu qui les incitait à coloniser d'abord cette terre où il y avait quelques Indiens et des bisons et je ne sais quoi. Il n'y avait pas de droit de propriété, donc de toute façon, ils ne prenaient rien, puisqu'il n'y avait pas de type de propriété, donc ils se sentaient tout à fait libres de le faire. Et ils s'étaient habillés sous le nom de Destinée Manifeste. D'ailleurs, il y a des tableaux, on voit une grande femme, blonde forcément, qui repousse au loin les Indiens, le noir, le sombre, etc. Et derrière, il y a les chariots des anglo-saxons qui arrivent, etc. Peinture du 19e siècle. Donc la France, elle n'a pas eu cette image, mais au fond, son rôle civilisateur, au nom des Lumières, c'était ça sa destinée manifeste à elle, avec Jules Ferry. Donc aujourd'hui, la situation postcoloniale entre France et Grande-Bretagne, elle est très différente pour une raison fondamentale. C'est que l'Angleterre, elle continue de dominer le monde via son enfant rebelle. L'enfant rebelle, c'est quoi? C'est les États-Unis. Hein, c'est la guerre d'indépendance fin 18e, c'est Lafayette qui soutient les Américains, parce qu'ils ne s'appelaient pas encore les Américains, en guerre contre les tuniques rouges. Les tuniques rouges, c'était l'armée anglaise. Hein. Et tout ça, ça a été très douloureux pour l'Angleterre, etc., la perte de ce territoire. Mais aujourd'hui, l'Angleterre, elle domine le monde par l'intermédiaire des États-Unis, de sa langue, etc. La France, elle n'a pas ça. Elle n'a pas du tout de relais. Hein, elle est toute seule. Elle est isolée là, dans cette mémoire de puissance. Hein. Et elle a subi des défaites très fortes. J'ai parlé de Dien Bien Phu, il y a eu l'Algérie, voilà, des fins de colonisation
douloureuse, compliquée, violente, meurtrière, etc. Et puis les événements récents qui sont heureusement moins meurtriers, mais tout aussi douloureux. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'hommes politiques en France qui expliquent cette situation, qui prennent en charge politiquement le fait que la France, elle n'est plus une grande puissance. Elle est une puissance moyenne, mais regardons les hommes politiques qu'on a depuis, je sais pas, peut-être la seule exception, c'est le refus de Chirac de s'engager dans la guerre, d'Irak en 2003, c'est ça, voilà, qui a été un acte où la France s'est affirmée comme à la fois un pays puissant et un pays qui refusait de se laisser entraîner. Mais depuis, on a des hommes politiques qui sont des tout petits bonshommes. Hein. Je ne vais pas dire de nom ici, y compris le président actuel qui, visiblement, n'est pas à la hauteur de ces enjeux. Il n'a pas de compréhension profonde de ça. Je me souviens que Hollande a encore évoqué, à la fin de son mandat, le rôle historique de la France. Enfin, c'est quoi le rôle historique de la France? Qui attend? Quelles sont les populations du monde, les sociétés du monde qui attendent que la France joue un rôle historique? Et c'est vraiment se raconter des histoires. Bien, alors, cette mondialisation, c'est tout ça. C'est toute cette mutation, tous ces craquements qui interviennent à plusieurs niveaux, mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi, on a parlé d'émergence. Alors, les pays émergents, ça c'est documenté depuis les années 80, tout doucement c'est apparu, etc. Et on a vu comment une poignée de pays d'Asie de l'Est, du Sud-Est, prenaient des positions éminentes dans le jeu mondial, qui avait été d'ailleurs ouvert par les pays occidentaux. C'est les Américains et les Anglais principalement, les Britanniques, qui ont poussé à l'ouverture commerciale, au libre-échange, etc. Qui a gagné de cette grande mutation dans les relations économiques internationales? C'est les pays d'Asie de l'Est, et en gros les riches du monde entier, puisque dans tous les pays, selon des échelles diverses, les inégalités ont augmenté, tous, sans aucune exception. Donc la mondialisation, c'est ça. C'est des pays qui émergent, toute petite partie des pays qui émergent, et des riches du monde entier qui sont gagnants, au nord comme au sud. Vous allez sur les Champs-Élysées à Paris, vous voyez toutes les élites d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, etc., qui font la queue devant Vuitton, etc., acheter des sacs à 5 000 euros, etc. Ben, là, on les a, ces riches du monde entier, on peut les voir avec les yeux comme ça. Bien. Alors, ça c'est l'émergence des pays émergents, comme on les a appelés, qui est bien documentée, etc. Même si elle n'a pas été... comment dirais-je, on n'a pas tiré les conséquences totalement de tout ça. Et il y a une autre émergence qui est à la fois connue, mais beaucoup moins considérée, c'est l'émergence de milliards d'individus au Sud qui ont acquis une éducation moderne. Par éducation moderne, j'entends une éducation qui permet de s'exprimer au-delà de sa famille, de son village, son quartier, etc. Des milliards d'individus ont appris à interagir avec d'autres personnes, et ça s'est passé au moment où les moyens de le faire sont arrivés avec la digitalisation, avec le numérique en gros. Donc vous avez un monde où des individus peuvent prendre un espace qui était absolument inimaginable avant. Ça c'est une rupture anthropologique mais totale. Avant, dans toutes les sociétés, on baissait les yeux devant l'autorité, devant d'abord le grand frère, ça dépend des pays bien sûr, le père, le grand-père, l'imam ou le fonctionnaire de l'administration, etc. Là, il y a quelque chose qui se passe avec l'émergence d'individus qui ont des capacités, qui ont des moyens de s'exprimer, qui ont une voix, VOIX, et qui l'utilisent. Et ça brouille tout à fait le jeu mondial à une échelle absolument colossale. Et tout à l'heure, j'évoquais en parlant de Max Weber, le passage d'une société de lien à une société de droit. Les sociétés du Sud, elles sont prises dans cette transition, et c'est une transition extrêmement complexe, douloureuse et inégale, y compris au sein d'un même individu qui peut avoir des comportements disons, d'engagement dans les relations formelles, avec des choses écrites, etc., enfin, des contrats écrits, etc., et puis de comportements où le lien familial ou régional
ou linguistique prime. Tout ça, ça fait des distorsions dans les individus, entre les individus, au sein des familles, au sein des régions, au sein des pays, qui sont extrêmement complexes. Je donne juste un exemple. C'est un exemple que j'ai vraiment connu par un ami qui est au Maroc. C'était un petit entrepreneur de bâtiment. Il m'a dit, moi, j'ai que des clients formels. Je construis des hôtels, des écoles pour l'État, des villas pour ceci, cela, etc. Donc j'ai une comptabilité, j'ai une société, j'ai un commissaire au compte, tout ce qu'on veut. Mais tous mes fournisseurs sont informels. C'est des artisans à qui je ne peux jamais demander une facture. C'est celui qui m'amène le sable, celui qui fait le montage électrique. Je dis, mais comment tu fais? Il me dit ce que je fais, je vais à l'usine de ciment, Ital Ciment, ça s'appelle, et j'achète des factures de ciment. S'il y avait un technicien qui regardait la comptabilité, il verrait que ces maisons, elles sont construites qu'avec du ciment. C'est une chose totalement absurde. Voilà. C'est un exemple très, très frappant de cette espèce de torsion dans laquelle les sociétés sont. Alors, je vous donne un exemple dans le domaine économique, mais à tous les niveaux. Un autre exemple, je vais arrêter là, dans les villages de la classe. Vous avez des cimetières. Les cimetières, c'est une pierre à la tête, une pierre au pied. Il n'y a rien écrit. Parce que tout le monde savait que c'était le grand-père qui était là. Aujourd'hui, il y a l'immigration, il y a ceci, il y a cela. On ne sait plus où sont les tombes. Et du coup, on commence à écrire. Donc on formalise, disons, la localisation de nos parents qui sont enterrés. Vous voyez? Et à plein de niveaux, on est dans cette espèce de truc qui tord les sociétés, qui tord les individus dans les pays du Sud, avec, y compris les petits malins qui arrivent à franchir toutes ces difficultés, qui s'enrichissent en réussissant, par relation, à vendre des terrains qui avant étaient inconstructibles, ils les rendent constructibles en donnant un bac chiche, hop, le terrain est constructible, et hop, son prix a été multiplié par 50. Et vu la croissance démographique, vu la croissance de l'urbanisation, toutes les zones périurbaines du Sud sont concernées par ce phénomène, à différentes échelles. Et ça, c'est une source d'enrichissement énorme. Vous imaginez que s'enrichir comme ça, par une petite astuce et beaucoup d'argent sous la table à un fonctionnaire quelconque, c'est quand même pas quelque chose qui est favorable au développement. Vous voyez? Et donc les sociétés, elles sont prises dans tout ça, dans tous ces enrichissements qui apparaissent comme un peu tirés par les cheveux, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Bon, je vais être rapide sur ce qu'on pourrait appeler le premier grand basculement, qui était cette émergence de cette poignée de pays. Enfin, c'était même pas des pays, hein, c'était l'Angleterre, c'était même pas le sud de l'Angleterre, les Pays-Bas, le quart nord-est de la France et la Belgique. C'est là que s'est créé, en gros, c'est de cette région du monde qu'est sorti le capitalisme, ce qu'on appelle comme ça le capitalisme, et que la grande divergence dont j'ai parlé tout à l'heure est née. Et cette grande divergence, elle s'est manifestée, je vais énumérer les facteurs très très rapidement, mais on pourrait évidemment travailler sur chacun des termes, par l'émergence de l'individu, de la liberté, de l'esprit critique, de la relation au travail. Le mot travail en français, il vient du mot tripalium, qui veut dire instrument de torture. C'est-à-dire que vraiment, et d'ailleurs les nobles ne dérogeaient pas, c'était interdit pour eux de travailler. Et quand j'étais enfant, à Alger, j'avais vu un jour un monsieur qui avait un long petit doigt qui était grand comme ça. Je n'avais pas compris. Maintenant, c'était pour bien montrer qu'il ne travaillait pas. C'était un signe. Et ça se passe aussi en Chine, et je crois aussi en Afrique. Donc, la question du travail, le statut du travail, le basculement s'est fait quand, c'est vrai, ça c'est ce que Weber a montré, quand les protestants ont changé, mais radicalement, la perception du travail. C'est-à-dire, au lieu de punition, ça a été au contraire, la volonté de Dieu, c'est que je m'enrichisse par mon travail. Et ça, c'est une invention, mais radicalement différente de tout ce qui s'était passé dans la perception du travail dans le monde entier. Ça, c'est quand même quelque chose... C'est les protestants qui ont inventé ça, voilà, c'est comme ça. Bon. Alors, cette révolution qui a mis des siècles à se mettre en place,
elle a donné à cette petite partie du monde une puissance immense qui lui a permis de dominer le monde entier. Et en dominant le monde entier, c'est une domination militaire, économique, un peu spirituelle avec la religion, organisationnelle, et ça a mis dans la tête quelque chose dont on a encore du mal à se débarrasser ici, c'est que puisqu'on a dominé le monde, c'est qu'on est supérieur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui s'est enraciné tout doucement dans les consciences occidentales. Alors, je voudrais juste signaler quelques petites conséquences de cette domination du monde. Outre le fait qu'il y a eu cette puissance qui s'est accumulée, etc. L'explosion démographique mondiale, c'est l'Occident qui l'a provoquée avec son action sur la santé. Hein. Moi, quand je suis né, il y avait 2 milliards de... Je ne suis pas né quand même... Je suis né au siècle dernier quand même. Il y avait 2 milliards en gros d'habitants, hein, ou 2 milliards et demi. Aujourd'hui, on est 8 milliards. C'est quand même quelque chose qui a été fabriqué par les politiques de santé qui se sont répandues avec une efficacité énorme pour enclencher les transitions démographiques qui a considérablement réduit la mortalité alors que la natalité continuait de croître et a commencé à décroître beaucoup plus lentement. Et dans le ventre qui s'est créé entre les deux courbes, la croissance de la population actuelle s'est nouée. Ça, c'est quand même une chose vraiment très importante. J'ai parlé tout à l'heure de l'élévation fabuleuse du niveau d'éducation. Ça aussi, ça a été une politique très très volontariste via la Banque mondiale, notamment le FMI, après la Deuxième Guerre mondiale, d'étendre l'éducation à une échelle de masse, avec des problèmes de qualité d'éducation, mais globalement, ça aussi, ça a été vraiment une impulsion des pays occidentaux, hein, avec des très bonnes intentions, certainement. Hein. Mais il y a eu aussi d'autres choses que les pays occidentaux ont répandues sur le monde. C'est mine de rien, c'est 2 guerres mondiales. C'est 2 guerres mondiales. La mondialisation, elle était déjà à l'œuvre. Ces 2 guerres mondiales, elles ont entraîné la mort d'énormément de personnes au sud, ou du sud, hein, soit sur les théâtres d'opération au nord, par les troupes qui ont été envoyées, soit même par les conflits qui ont été vécus dans les pays du sud. Bon, je passe sur la mondialisation commerciale et financière, dont j'ai dit que un des résultats, c'est bien à la fois l'émergence d'une poignée de pays et les inégalités qui ont cru d'une façon énorme dans tous les pays, y compris la France d'ailleurs, peut-être moins que dans d'autres pays, mais quand même. J'ai aussi évoqué le fait que le mode de production et de consommation est non extensible à la planète entière, et ça c'est aussi un effet de cette domination occidentale avec le vecteur de la mondialisation. Donc voilà, c'est des choses qui sont, comment dire, c'est des choses qui sont posées là, qui font partie du paysage. Parfois elles ne sont pas tellement bien nommées, je trouve, ou elles sont un peu cachées. Mais il y a aussi, et je voudrais juste terminer par un point qui me semble être très très important de ce point de vue-là, c'est la question du double standard. Dans l'histoire, il y a eu le siècle d'or des Pays-Bas. C'était le XVIIe siècle, les Pays-Bas ont pris des positions, peut-être qu'ils ont amorcé une nouvelle mondialisation à cette époque. Eux, comme ils n'étaient pas très nombreux, ils n'envahissaient pas les territoires, ils créaient des comptoirs tout au long de l'Afrique du Sud, de la Namibie de ce côté-là, de l'Amérique latine, etc. Bon, après les Anglais et les Français, ils ont complètement balayé tout ça, ils ont battu les Hollandais à plat de couture pour récupérer justement les territoires. Et ça, je tiens de Panikkar, hein, cet historien indien dont j'ai parlé tout à fait au début. En fait, à Amsterdam, on était à la pointe, disons, du mouvement d'émergence de l'individu, de la créativité, de l'esprit critique, y compris sur soi-même, de la réflexivité, etc., avec tous les philosophes de l'époque, notamment Spinoza. Ça, c'était vraiment la pointe de la pensée européenne. Et dans le même temps, en Indonésie, les Hollandais déportaient des dizaines de milliers de Chinois pour les réduire en esclavage dans les plantations de poivre, etc. Double standard. Alors, à l'époque, je ne sais pas quels étaient les moyens de savoir tout ça, il n'y avait évidemment pas Internet, etc., mais il y avait quand même quelques personnes qui devaient le savoir.
Et globalement, ce n'était pas su, tout ça, ni dans le sud d'ailleurs, ni à Amsterdam. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Hein. Donc, moi, j'ai retenu comme ça deux choses qui sont tellement conséquentes aujourd'hui. C'est le déclenchement de deux guerres en Irak en 2003 et en Libye en 2011, qui ont été déclenchées sur des mensonges totaux. Hein. Avec les conséquences en Irak, on voit bien la déstabilisation du Proche-Orient, et en Libye, l'hyper déstabilisation, à la fois au sud du Sahel, je passe là-dessus, hein, sur toutes ces armes et tous ces hommes qui sont descendus pour créer un grand chaos au sud, mais également vers le nord, vers l'exportation, entre guillemets, de migrants. Je ne suis pas en train de défendre M. Kadhafi à l'instant. Hein. Je dis simplement que et la France a joué un grand rôle pour entraîner une coalition contre Kadhafi à ce moment-là. Voilà. Donc tout ça, dans le langage aujourd'hui des dirigeants africains, qu'ils soient d'ailleurs des militaires ou pas, on revient toujours sur cette histoire de la Libye. Je parle du Sahel, plutôt les dirigeants du Sahel. Pour moi, il y a certains dirigeants, disons d'Occident, qui devraient être au TPI en ce moment, hein, parce qu'ils ont déclenché une guerre monstrueuse pour le peuple libyen déjà, et pour tout l'environnement. Mais voilà, deux poids, deux mesures, ça c'est encore un exemple. Alors, dans tout ça, moi je ne cherche pas à développer l'idée d'une vision culpabilisatrice, où comme faisaient les Romains, quand ils avaient tort, ils se jetaient de la cendre sur la tête, comme ça, ils se manifestaient avec cette façon de se traiter soi-même. Non, pas du tout. Je pense qu'on est responsable que de notre présent et des positions qu'on prend aujourd'hui. On n'est pas responsable des fautes et des erreurs de nos parents, grands-parents et au-delà. Mais simplement, on a cette exigence de comprendre vraiment où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rendre ce monde un tout petit peu moins conflictuel ou moins décrit d'une façon, d'une façon qui tente à maintenir cette suprématie occidentale. J'évoque juste la question de l'horrible agression russe contre l'Ukraine. On reproche aux pays du Sud leur neutralité. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais vous nous avez entraînés 2 fois dans une guerre mondiale. Vous voulez qu'on recommence? Non. C'est votre guerre. C'est une guerre du Nord. Débrouillez-vous. La seule chose qui compte pour nous, c'est le prix des céréales. Et moi, je trouve qu'il faut entendre ça. Et c'est pas une... Je veux dire, de quel magistère les pays du Nord peuvent se prévaloir en demandant qu'on respecte des principes en la matière? Le principe, c'est évidemment que la Russie n'avait absolument pas à agresser l'Ukraine, ça c'est clair. Mais est-ce que les principes que l'Occident applique dans le monde sont respectés? Enfin, les principes proclamés par l'Occident, est-ce qu'ils les respectent? Non. Donc, du point de vue des pays du Sud, c'est tout à fait compréhensible qu'ils restent dans une position de non-alignement, on va dire. Et du coup, les sociétés du Sud relèvent la tête, et c'est un peu insupportable. Hein, c'est très difficile à comprendre, parce que c'est des choses nouvelles. Et ils le font dans le désordre, ils le font dans le chaos, dans la violence, dans l'exagération et tout ça, oui, mais ils le font. Et c'est ça qui compte, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Hein. On n'est pas maître de la façon toujours dont les choses se passent. Je parle du point de vue des pays du Sud. Il y a le désordre, effectivement, c'est le Sahel, c'est aussi l'échec des révolutions arabes de 2011. Hein, et tout ce qui s'est suivi, qui a été vraiment très très chaotique. Ça, c'est des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. C'est aussi relever la tête, mais aboutir à une espèce de chaos meurtrier comme au Sahel, mais aussi au Pakistan ou en Amérique centrale. En Amérique centrale, la question de la sécurité, elle est posée pas du tout par les mêmes forces qu'en Afrique, mais par les gangs. Ce n'est pas un petit phénomène comme ça marginal, la question des gangs. C'est des centaines et des centaines de morts tous les mois. Il y a aussi les raidissements autoritaires. Hein, on peut parler de la Chine, on peut parler de la Turquie, on peut parler de la Thaïlande, de la Russie et d'une certaine façon de l'Inde. Raidissement autoritaire et raciste, hein, j'entends, ça va souvent ensemble. Et puis, quelque chose de tout à fait nouveau, c'est les histoires d'alliances multiples. C'est-à-dire que, par exemple, l'Arabie Saoudite, alliée traditionnelle des États-Unis, se rapproche de l'Iran.
Donc on est dans des alliances non transitives, pour ceux qui sont un petit peu familiers avec les mathématiques. C'est des choses tout à fait nouvelles, ça. Avant, il y avait deux camps, on était dans un camp ou dans un autre. Maintenant, non, tout se brouille. Hein. Et on l'a bien vu en Syrie. Hein. On voit bien comment la Turquie, alliée des États-Unis, ménageait plus les islamistes que les Kurdes, qui eux-mêmes se battaient contre les islamistes. Donc, vous voyez ces espèces de croisements de positions, etc., qui rend le jeu total très très complexe. Et ça, c'est Bertrand Badi, que j'aurais pu d'ailleurs citer comme une personne inspirante, qui parle justement de cette façon dont le monde se complexifie énormément par la multiplication des acteurs étatiques déjà. On est 60 États en 1945, on est à 195 je crois aujourd'hui, mais également acteurs non étatiques, hein, comme Daesh, mais aussi comme les grandes firmes multinationales, comme les mafias internationales, etc. Tout ça, c'est des acteurs qui pèsent sur les décisions de politique publique, et notamment pour les firmes multinationales, comment elles ont capturé les États. D'ailleurs, c'est un terme qui a été aussi pris dans la littérature scientifique, la littérature, disons, de l'économie institutionnelle, sous le terme de state capture, c'est-à-dire que les États sont littéralement capturés par les lobbies qui dictent les politiques. Après la crise de 2008, la crise financière de 2008, toutes les tentatives de régulation ont été mises à mal par les lobbies financiers. Et c'était vraiment un exemple typique de state capture. Donc voilà, donc on a un monde multipolaire et assez, excusez-moi, bordélique, hein, qui s'installe avec toutes ces... et qui nous met aussi dans une situation très douloureuse. On ne comprend pas, on ne sait pas quelle position... Voilà. Alors, je vais juste, sinon, bon, moi j'avais prévu de parler, de questionner les mots de la relation entre le Nord et le Sud, comme l'aide, le développement, y compris d'ailleurs les ODD, parce que ce matin j'ai rien dit, mais sur les ODD, il y a à dire, hein, sur par exemple la lutte contre la pauvreté. Je trouve que c'est totalement picot, hein, pour moi. Si on avait parlé de lutte contre les inégalités, oui. Mais la lutte contre la pauvreté, c'est le masque de cette histoire de montée des inégalités. Et c'est très lié à la définition de pauvreté. Je vais juste seulement parler de ce terme. C'est très lié à cette définition. Bon, dans les standards, disons, de la Banque mondiale, c'est un certain nombre de populations qui est en dessous d'un seuil de $2 par jour, etc. Cette notion, elle a été élargie par Amartya Sen, qui est un économiste indien qui a eu le prix Nobel, qui a dit non, c'est très bien, il y a le niveau de revenu, ça définit la pauvreté, mais il y a d'autres caractéristiques. Il y a le niveau d'éducation, le niveau de santé et les libertés de pouvoir vivre selon ses orientations politiques, sexuelles, tout ce qu'on veut. Donc il a élargi ça à cette, disons en gros, à l'accès à des services, ou donc à des libertés. Être en bonne santé, c'est aussi une liberté d'être éduqué, etc. Et moi, à l'époque, j'avais participé, parce que le PNUD a pris en compte cette définition d'Amartya Sen dans l'indicateur du développement humain, pour ceux qui sont un peu dans les statistiques. Et moi, j'avais participé à toutes ces discussions et j'avais critiqué ça. Moi, j'étais tout seul, hein, puis j'étais pas mandaté par mon ministère, alors ça comptait pas beaucoup, en disant, c'est très bien, mais il manque une dimension, c'est la dimension du lien. Ça veut dire qu'une personne qui est isolée et une personne qui est reliée à une famille, un quartier, etc., donc le lien social, comment vous l'intégrez dans ce qui concourt à la richesse des individus, enfin à la richesse. Je ne veux pas employer le mot bonheur, mais disons à quelque chose de bien pour les individus. Et le fait est, c'est que dans Amartya Sen, il a une définition hyper individualiste. Il reste dans le champ individuel. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas développer ça, je vais juste terminer, parce que je vous ai parlé depuis longtemps, hein, il devait être... Oui, alors je ne peux pas résister, mais je ne peux pas résister, pourquoi? Au mot solidarité, solidarité internationale. Ne serait-ce que parce qu'il y a eu déjà des propos qui ont ouvert la voie au questionnement de ce mot. Ici même, alors qu'on est dans Réseau Bretagne Solidaire. Alors, moi, mon expérience, enfin,
Mon interrogation là-dessus, elle est venue de réunions avec des jeunes Marocains, jeunes Tunisiens et jeunes Français, où les jeunes Tunisiens et les jeunes Marocains disaient, mais vous, vous considérez solidaires de nous, mais nous, on est solidaires avec qui finalement? Nous, on voudrait aussi être solidaires. Nous, jeunes Marocains et jeunes Tunisiens. Et là, ça m'a vraiment... alors, il y a aussi la question de, on est solidaire de quel territoire, y compris, on s'intéresse aussi à notre territoire ici, en Bretagne, en France, dans le Nord, ça c'est aussi très important. Mais cette question sur la solidarité et le questionnement de la solidarité, je pense qu'on peut se permettre de l'accueillir dans nos esprits. On a parlé de l'image mécanique, hein. Ils sont solidaires de pièces qui sont soudées ensemble, par exemple. Hein, ça, c'est la vision mécanique. Voilà. Donc, voilà. C'est juste pour dire que les mots comme l'aide, comme la pauvreté, comme la corruption, etc., et la démocratie, alors là, sur la démocratie, on pourra encore dire beaucoup, peuvent être questionnés. Je termine vraiment, c'est pas une formule, hein, en parlant de mon engagement dans une ONG qui s'appelle donc Migration et Développement, qui a été créée en 1986 par des migrants du sud de la France, qui avaient été recrutés par des recruteurs qui venaient dans les bourgs, dans la classe, pour recruter des berbères, analphabètes et en bonne santé. Il fallait qu'ils aient ces trois critères. Surtout analphabètes, pour pas qu'ils aient de mauvaises idées. Et ils sont venus dans les mines, dans la sidérurgie, etc. Et le fondateur de Migration et Développement, cette association, Jamal Hafsin, monsieur Hafsin, il est venu à 17 ans, il ne parlait pas un mot français, quasiment pas l'arabe, et il parlait le tachafit, le berbère. Et il a été formé par le mouvement ouvrier français, par la CFDT. Il est devenu un cadre national. Et quand il a été licencié par Péchinier, oui, sa bataille, ça a été que les immigrés aient les mêmes droits et les mêmes salaires que les Français. Tout simplement. C'est là-dessus qu'il s'est... C'était un lion, c'est un type qui a une énergie et une capacité de polémique très forte. Donc il a pris des positions très très importantes à la CFDT Sidérurgie. Et quand il a été licencié, il a créé l'association avec les amitiés qu'il avait nouées dans le syndicat avec d'autres personnes, en gros des chrétiens de gauche, on va dire, à l'époque. Et ben voilà, cette association, elle a maintenant à peu près 50 salariés. Elle est de droit français avec un accord de siège avec les autorités marocaines. Et le centre de gravité de cette association, ça a toujours été entre les mains des Marocains. Ça veut dire que actuellement, le conseil d'administration, il est à peu près moitié-moitié. Pour des raisons pratiques, il n'y a pas beaucoup de Marocains du Maroc, il y a des Marocains de la diaspora. Et le directeur, qui joue un rôle important, est marocain. Il a été sélectionné, on peut dire, par le fondateur, qui maintenant fait du miel dans sa montagne. Mais le directeur, voilà, c'est lui qui pilote vraiment l'association avec le conseil d'administration. Voilà. Moi, j'ai été très longtemps président, je suis maintenant vice-président, bien que je vienne d'Algérie, mais bon, ça n'a jamais posé de problème. Je termine vraiment, parce qu'à écouter ce qui s'est dit depuis 2 jours, qui m'a beaucoup intéressé, ça m'a vraiment fait ressortir la caractéristique principale de notre façon de travailler, c'est que nous, on part toujours du désir de changement des gens, du désir de changement et de changer, du désir et de la volonté d'agir. Parce qu'on peut toujours désirer la lune et les étoiles. Non, on veut changer et on est prêt à s'engager. Et donc, on est toujours pris en situation de demande. On nous demande de les aider à faire ceci, à faire cela. Et ça nous met dans une position extrêmement confortable vis-à-vis des gens. Soit on nous dit qu'on n'a plus envie de travailler avec nous, on s'en va, soit on ne peut pas répondre de toute façon à toutes les demandes. Alors, les communes nous demandent, on ne peut pas répondre à toutes. Toujours ou les associations villageoises. Notre façon de travailler, c'est de vérifier que cette demande est une vraie demande. Ce n'est pas juste comme ça, lancé en l'air, comme ça. Voilà. Et que la personne l'instance qui le demande, en général, soit c'est la JMARA, qui est la structure traditionnelle dans la gouvernance villageoise, soit la commune, que c'est une vraie volonté. Hein, que ce n'est pas juste soit une manœuvre contre d'autres, etc. Donc ça, c'est un peu fin à observer. Et c'est évident que c'est les équipes locales qui peuvent déterminer ça.
Et bien sûr qu'on accueille des gens du Nord. D'abord, tout notre staff à Marseille est composé de personnes, on va dire, du Nord. Ça sert à la fois de background en termes de reporting, etc. Et puis de dialogue avec les bailleurs qui sont majoritairement au Nord, il faut le dire. Parce que, bon. Voilà. Et donc, voilà, je veux dire, moi je pense, c'est pour cette raison que moi je me suis dirigé vers cette association, parce que j'avais toujours l'intuition que le développement c'est une affaire endogène, qu'on peut soutenir ce mouvement endogène, mais qu'on ne peut pas l'initier. On ne peut pas l'initier de l'extérieur. Et ça, on a tellement d'expérience, voilà, ne serait-ce que les politiques de la banque, enfin, les échelles macroéconomiques, la politique de la Banque mondiale, le FMI, les plans d'ajustement structurel qui étaient censés développer les pays, tout ça, ça a échoué. Tout ça, ça a échoué. Hein. Les pays qui se sont sortis du sous-développement des pays d'Asie, soit ils ont été très peu aidés. La Chine, on ne peut pas aider la Chine, elle est trop grosse par exemple. Et la Corée, elle a été hyper aidée après 1945 pour des raisons de containnement anticommuniste, parce qu'il y avait la Corée du Nord. Donc il fallait soutenir la Corée. Elle a eu jusqu'à 14% de son PIB qui était sous forme de subventions américaines. Mais les Coréens, les dirigeants coréens de l'époque, ils ont pris l'initiative de négocier la baisse régulière de cette aide jusqu'à ce qu'elle devienne zéro. Et en disant non seulement qu'elle baisse, mais que toute l'aide, ce serait eux qui la piloteraient. Et les Américains, ils avaient tellement la peur de l'extension de la Corée du Nord qu'ils ont accepté. Et c'est aussi ça. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui la Corée c'est vraiment un modèle de développement. Je veux dire, c'est l'hyper-développement, c'est la baisse de la fécondité, c'est les suicides des jeunes, c'est tout ce qu'on veut. C'est un développement qui a été au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais dans les premières années, il y a eu une vraie direction politique, qui avait une vision stratégique, qui a coordonné les acteurs de façon très autoritaire, c'est vrai, pas du tout démocratique, jusqu'en 98. Mais voilà. Encore une fois, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Je constate simplement que les expériences d'émergence, elles se sont situées dans des espaces qui n'étaient absolument pas l'espace néoclassique, libéral, etc. Et le fait que le libre-échange soit une stratégie de développement, moi je l'ai vécu dans le Euromède, puisque je tenais la chaise de la France dans les réunions Euromède économie à Bruxelles. C'était, vous vous souvenez, Euromède, hein, c'était 95, tous les pays riverains de la Méditerranée, etc. Stratégie de l'Europe, c'était le libre-échange. Et ça n'a évidemment produit aucun résultat. Les pays qui s'en sont sortis, ils l'ont fait par d'autres voies. Voilà. Moi, je voudrais juste, en dernier mot, alors c'est un peu rapide comme impression, mais tout ce que j'ai entendu des initiatives que vous prenez me semble aller dans le sens justement de cette prise en compte de ce basculement. Alors bien sûr, on est un peu frustré parce que c'est à des échelles, à vos échelles, à nos échelles, d'ONG, d'associations, et qu'on n'a pas l'impression qu'au niveau global, les choses vont changer, vu aussi le caractère très très limité des capacités politiques de nos dirigeants en général. Mais au moins, on avance dans cette direction parce qu'on est relié aux populations, tout simplement. Parce qu'on est relié au monde. Parce qu'on écoute les jeunes, je vous regarde, parce que vous avez aussi, vos interventions ont été dans ce sens-là, etc. La question de la réciprocité, du côté mutuel, de tenir compte du fait que la réduction du savoir entre le nord et le sud est grande, hein, l'écart s'est beaucoup réduit. Donc comment on intègre tout ça dans nos actions, dans nos petites actions, je dirais, quotidiennes, de petites associations, entre guillemets, et je mets la nôtre aussi dedans. On est loin des grands enjeux majeurs, géostratégiques, etc. Mais au moins, des citoyens d'ici et de là-bas cherchent en tâtonnement, il y aura des erreurs, il y aura aussi des échecs, etc. Ça on le sait. Et en tâtonnement, vous cherchez des solutions qui tiennent compte implicitement de ces nouvelles relations dans le monde qui ne sont même pas figées. C'est même pas on a changé de statut, non. On avait un statut assez stable, hein, qui a duré 3-4 siècles, et là on aborde des rivages totalement nouveaux. On ne sait pas comment ça va déboucher ces histoires de rééquilibrage international. Est-ce que le Conseil de sécurité va changer? Est-ce que les grandes organisations vont changer, etc. Il y a tellement de résistance des insiders, hein, qui ne veulent surtout pas que les choses changent, même s'ils déclarent l'inverse. Donc voilà, on ne sait pas. Est-ce que ça va changer progressivement?
est-ce que ça va changer d'une façon brutale? Moi, mon intuition, mais c'est juste une intuition, c'est que les changements, ils pourraient venir de ruptures profondes en matière climatique. C'est-à-dire de grands désastres climatiques qui, là, obligeraient les gouvernants à prendre des mesures à la hauteur des enjeux, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Voilà. Donc, mais c'est juste une... je ne sais même pas ce que c'est juste une intuition pour le futur. Voilà. En tout cas, moi, je vous salue. Je salue votre travail de tâtonnement dans ce monde qui bouge et que vous faites bouger avec vous. Et dans vos relations avec le Sud, je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc, merci en tout cas.